Bonsoir. Bonsoir à toutes. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Voilà. On va attendre un petit peu les retardataires. Bonsoir. Voilà. On se connecte petit à petit. Bon. On va pouvoir commencer tranquillement. Donc, je suis Lisa de la clinique Barcelone IVF. Je travaille au sein du département francophone de la clinique. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir le docteur Justo qui va nous parler des possibilités de traitement pour les couples de femmes, nous parler des différentes options. Et puis également, si vous le souhaitez, à la fin, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il y a en bas de l'écran à droite un question-réponse. Donc, vous pouvez poser vos questions ici. Et puis, le docteur Justo vous répondra à ce moment-là. Est-ce que vous voulez vous présenter, docteur Justo, pour commencer? Oui, merci. Bonsoir à toutes. Bon, pour commencer, comme on a du temps, j'aimerais dire pardon par ma prononciation si jamais je fais des fautes, des petites choses comme ça. Mais comme on est en confiance, en petit comité aujourd'hui, je vais essayer de faire tout de la façon plus tranquille possible. Je vais essayer de bien expliquer tout. Et je suis plus qu'ouverte pour répondre à toutes vos questions et vos doutes, sans souci. L'idée d'aujourd'hui est passer un bon moment et bien discuter tranquillement. Donc, on va commencer avec la présentation et puis après, on passera aux questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas. Sans souci. Je vous laisse. Je vais commencer tout de suite à partager l'écran. Lisa, s'il te plaît, dites-moi si ça fonctionne bien. Je vais être sûre que tout va bien. Oui. OK, j'imagine que maintenant, vous voyez la présentation avec moi, non? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Parfait, génial. Donc, bonsoir une autre fois. Je suis le docteur Justin de la clinique Barcelone IVF en Espagne. Et aujourd'hui, à l'occasion du mois des fiertés, j'aimerais parler un petit peu des options qu'on a chez nous à la clinique. Oh, donnez-moi un instant. Apparemment, il y a quelque chose d'automatique et je ne veux pas avoir ça. OK, je crois que peut-être ça va maintenant fonctionner bien. Bon, l'idée aujourd'hui sera de parler un petit peu des options qui sont disponibles surtout pour les couples des femmes. Et bien sûr, pourquoi pas faire un petit tour sur les options pour les femmes célibataires ou même des autres options qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, on sait que de plus en plus, on a des femmes, des couples de femmes qui veulent avoir des enfants. On sait aussi que les modèles classiques de la famille a évolué et on croit que les techniques des PMA doivent accompagner cette évolution aussi. En Espagne, on a la chance, c'est-à-dire la bonne chance, d'avoir une loi qui nous permette d'offrir la possibilité d'aider toutes les femmes, en couple ou même des femmes célibataires, peu importe leur orientation sexuelle. D'ailleurs, depuis quelques années, nous aidons des couples de femmes de différents... Pardon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Des couples de femmes de différents pays à avoir des enfants, dont beaucoup de femmes françaises, même, qui attendent toujours une loi plus permissive dans leur pays. En Espagne, selon la loi de l'année 2006 pour la PMA, on peut faire les traitements, on peut envisager des traitements de fertilité pour toutes les femmes de plus de 18 ans. Bien sûr, on doit bien expliquer les aspects légaux de chaque traitement. La patiente devra signer le consentement éclairé par écrit en fonction du traitement choisi. Et tout ça sera fait de façon indépendante de son état civil ou même de son orientation sexuelle. Donc, pour parler un petit peu plus de la partie traitement, on verra aujourd'hui un petit
quelles sont les options qu'on a chez nous. Si on doit parler du traitement le plus facile, le plus simple, on doit commencer par l'insémination artificielle. On aura aussi la FIV, la typique classique fécondation in vitro. La méthode ROPA, un type de FIV classique, mais où on a la possibilité de donner à chaque femme du couple la possibilité de participer du processus et du projet de maternité de façon plus médicale. Et bien sûr, on a aussi les options du don d'ovocytes et même du don d'embryon. Dans tous les cas, on aura besoin de la banque de sperme. Donc, je voulais commencer avec une petite explication par rapport au choix de la banque de sperme ici en Espagne, parce que vous allez voir qu'il y a des différences entre les différents pays. C'est surtout une question légale. Ici en Espagne, le donneur doit avoir entre 18 et 50 ans, mais attention, la plupart des banques de sperme vont accepter les donneurs jusqu'à l'âge de 35 ans, à cause surtout de la qualité. Le don est toujours fait de façon anonyme et altruiste, et tous les hommes qui viennent pour faire un don du sperme doivent passer un processus de dépistage établi par la loi, où on doit s'assurer l'absence d'antécédents personnels ou familiaux, des maladies génétiques. On doit aussi confirmer une bonne qualité du sperme de cet échantillon et même une bonne qualité après la décongélation, parce que nous parlons toujours des échantillons qui sont congelés. Et il y a aussi des tests génétiques qu'on doit faire pour assurer aussi une question plutôt liée à la possibilité de transmettre des maladies. Je vais revenir sur cette image un petit instant parce que je vais expliquer une différence. Ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. On a deux types principaux des tests génétiques qu'on fait. D'un côté, les karyotypes et de l'autre côté, tout ce qu'on appelle les tests des maladies génétiques récessives. Pour les karyotypes, il s'agit d'un test qu'on fait justement parce que ça va prévenir les fausses couches à répétition, ça va nous aider à diminuer la possibilité des fausses couches à répétition liées à la génétique. Bien sûr, il y aura d'autres causes, non? Ça, c'est sûr. Et en plus, on a la possibilité d'ajouter un test des maladies génétiques qu'on appelle récessives. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et dans la pratique, j'ai plein de questions sur cette option parce qu'il s'agit d'un test qui va évaluer la présence des mutations qui peuvent être cachées dans notre génétique. On ne les connaît pas, on n'a pas une maladie, on n'a pas un souci de santé, on ne montre pas des signes ou des symptômes, mais par contre, nous portons dans notre génétique la mutation. Aucun souci pour notre santé, mais pour la descendance, si jamais je me trouve avec une autre personne qui a la même mutation, on a un risque de transmettre la maladie à l'enfant. Comme vous voyez ici, je ne sais pas, Lisa, est-ce que vous voyez aussi ce que je montre sur l'écran ou pas du tout? Oui, oui, on voit bien, merci. Je vais faire comme ça, simplement pour m'assurer que l'image va rester comme ça. Vous voyez ici, il s'agit d'un couple hétérosexuel, par exemple, dans l'image, et nous voyons que si les deux personnes sont porteurs, c'est-à-dire l'ovule, on va dire, et les spermatozoïdes, ont une mutation, on a un 25% de possibilités de transmettre une maladie à l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un test pour tous les patients qui veulent faire ce type de matching génétique, on l'appelle, justement pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mutations partagées entre les deux cellules, entre les deux gamètes. Oui. Ce test n'est pas obligatoire et ce que je dis toujours à mes patientes, c'est que personne ne peut vous obliger à connaître votre génétique. C'est quelque chose de très privé. Si vous ne voulez pas la connaître, on ne doit pas vous obliger. Mais il s'agit d'un test intéressant dans les cas où on doit faire appel à un don. Soit, si nous parlons d'un don d'ovule, d'un don de sperme, dans tous les cas, le fait d'accepter la génétique d'une autre personne, peut-être ça fait ces tests devenir un peu plus intéressants. Ici, à la clinique, on utilise un test qui s'appelle RS et ce test va étudier plus de 250 mutations différentes qui peuvent être liées aux différents troubles de santé.
plus de 125 ont en effet, ont un effet sur l'espérance de vie de la personne, comme par exemple la thalassémie ou même la mucoviscidose, c'est peut-être la plus connue. On a aussi des mutations qui peuvent être liées aux altérations et des troubles cognitifs comme le syndrome des X fragiles ou même aussi d'autres problèmes de fertilité pour la descendance et aussi des troubles physiques dans d'autres types de mutations comme la myotrophie. C'est pour ça qu'on les considère un test intéressant dans tous les cas où on fait appel à un don. Donc, après cette petite introduction de ce que nous dit la loi et d'utilisation, on va dire, ou du choix de la banque de sperme, on va parler un petit peu de chaque option qu'on a ici à la clinique. Pour commencer, on a dit l'insémination artificielle, c'est le traitement le plus facile, le plus simple, pratique et peut-être plus connu aussi. Je trouve plein de patients qui me demandent, qui me posent des questions par rapport à cette option. Et il s'agit d'une technique vraiment pratique. Et cette option d'insémination artificielle est recommandée pour les femmes de moins de 38 ans. Aujourd'hui, si je dois parler à vous, mesdames, si nous pensons à une patiente qui n'a pas un souci de santé reproductive, c'est-à-dire un souci de fertilité, un problème, un trouble de fertilité, on peut même envisager cette option jusqu'à l'âge de 40-41 ans. Mais attention, on doit considérer quelques aspects. Pour indiquer cette option comme le traitement plus adapté à une patiente, on doit considérer qu'elle doit avoir une bonne réserve ovarienne, les trompes perméables et on doit aussi expliquer aux patientes qu'il s'agit d'un traitement simple et comme ça, elle a des taux de succès limités. Nous parlons des taux de réussite avec l'insémination autour de 25-35% en fonction de chaque cas. Très intéressant bien sûr, mais il faut savoir ça. Je vais faire comme ça simplement pour ne pas perdre l'image, pour vous expliquer un petit peu la procédure. C'est assez facile. La plupart de nos traitements, vous allez voir, vont commencer toujours avec les premiers jours des règles. Nous parlons du début du cycle, à partir du moment où les saignements commencent de façon importante. À partir du J3, c'est-à-dire du 3e jour des règles, on va commencer avec la stimulation ovarienne. La vérité, c'est que l'insémination artificielle, on peut la faire avec ou sans la stimulation ovarienne. Dans la plupart des cas, pour optimiser les chances, améliorer les taux de réussite, on essaie de vous donner au moins un petit peu des hormones pour essayer d'améliorer la réponse ovarienne. Ce sont des injections qui sont faites de façon journalière, de préférence les soirs, de façon très facile, en sous-cutané. Vous pouvez les faire vous-même. Il ne faut pas aller voir une infirmière, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Et elles seront faites à partir du J3 pendant quelques jours. Bien sûr, ces hormones auront un effet sur les follicules, c'est-à-dire sur les petits sacs qui contiennent nos ovules dans les ovaires. Donc, on devra les surveiller. Et pour les surveiller, on fera des échographies successives. Et attention, parce qu'ici, je parle peut-être de 2, 3 ou même presque 4 échos, selon les cas, pour surveiller et voir quelle est l'évolution de ces follicules. Comme on a dit, les follicules, c'est quelque chose qu'on peut voir. Si, il s'agit d'un sac qui va commencer à grossir dans l'ovaire et qu'on pourra mesurer. D'habitude, entre J11 et 12, on doit avoir un follicule dominant qui aura une taille désirée. Et à ce moment-là, on pourra vous donner la dernière injection pour provoquer l'ovulation. Donc, le follicule va se casser et il va libérer l'ovule qui va être attiré par la trompe. 36 heures après la dernière injection, l'ovulation aura lieu et donc à ce moment-là, on devra introduire l'échantillon de sperme dans l'utérus de la femme avec un cathéter très très fin. Pour les patients qui ne connaissent pas trop la technique, je dois dire qu'il s'agit d'une technique pas douloureuse. D'habitude,
on va dire oui, c'est pas agréable parce qu'on doit utiliser les spéculoos, mais vraiment, c'est assez facile, assez simple. Et après, si tout va bien, l'ovule sera dans la trompe, les spermatozoïdes vont nager, ils vont se rencontrer et si tout va bien, on aura une fécondation. Quel est le souci avec les inséminations? On a dit que ce sont des techniques simples, ce sont des techniques qui fonctionnent très bien, ce sont pratiques, mais elles ont un taux de réussite un petit peu limité. Et il y a aussi des conditions pour faire une insémination. Dans les cas des femmes qui ont les trompes bloquées ou bouchées, on ne peut pas envisager une insémination. Ou même pour les cas des patients qui ont déjà fait peut-être 3-4 tentatives d'insémination sans résultat, on va plutôt conseiller la FIV, la fécondation in vitro. Je crois que ça, c'est peut-être les traitements les plus utilisés pour nous. Il s'agit d'un traitement qui est plutôt indiqué pour les femmes entre 38 et 40 ans et même jusqu'à l'âge de 43 ou même après les échecs des inséminations, comme on a dit. Il faut avoir une bonne réserve ovarienne. Les trompes peuvent être OK ou même bouger. Ils ne vont pas avoir un impact sur notre traitement. Et bien sûr, les taux de succès sont beaucoup plus importants. Nous parlons de façon statistique, pour parler en général, des chances qui sont de plus de 45-50% déjà pour commencer. Le traitement est un peu plus dur. Ça, c'est la seule chose qui n'est pas peut-être très intéressante, mais elle est tout à fait faisable. Comme on a dit, notre traitement va commencer toujours avec les débuts des règles. On commencera aussi les injections à partir de J3 et on fera aussi les contrôles par écho. Ici, ça c'est presque comme l'insémination artificielle. La grande différence, c'est que pour la fibre, on va vous donner des dosages d'hormones beaucoup plus importants parce que l'objectif de la fibre est justement optimiser les temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayer de recruter une quantité élevée, pardon, je voulais que ça laissez passer, une quantité plus élevée des follicules qui vont se développer en lieu d'avoir simplement un, comme on avait dans les inséminations. Pourquoi? Parce que je ne vais pas laisser plein de spermatozoïdes dans l'utérus pour avoir une fécondation spontanée. Ce que je vais faire sera une ponction ovarienne, c'est-à-dire je vais prélever les ovules, je vais récupérer chaque ovocyte des ovaires de façon directe et je vais les féconder de façon contrôlée dans les laboratoires. Donc, pour expliquer de façon pratique et facile pour toutes, on va faire la première partie des stimulations ovariennes avec les injections et les contrôles échographiques successifs. À partir du moment où la plupart des follicules seront déjà de la taille désirée, on va déclencher l'ovulation avec la même injection dont on parlait pour l'insémination. Et 36 heures plus tard, en lieu de faire une insémination, on va faire une ponction ovarienne. La ponction se passe dans la salle opératoire sous une anesthésie générale. Nous parlons toujours d'une sédation. Donc, c'est la même anesthésie qu'on utilise, par exemple, pour les colonoscopies. Ce sont des interventions ambulatoires. Vous rentrez chez vous après, ou la plupart de nos patients qui viennent de l'étranger vont rester à l'hôtel. Mais c'est-à-dire, il faut pas, c'est pas l'anesthésie profonde où il faut avoir un tube dans la gorge. C'est beaucoup plus simple. Mais ça nous permet de bien récupérer chaque follicule et d'éviter les douleurs pour la patiente. Après la récupération de nos ovules, les mêmes seront envoyés dans les laboratoires ou avec une technique qu'on appelle ICSI, je vais vous montrer cette technique dans 2 secondes, on va injecter un spermatozoïde dans chaque ovocyte. Ah, les vidéos vont arriver tout de suite. Tout de suite après la fécondation, c'est-à-dire l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovule, on va laisser l'ovule fécondé dans l'incubateur. Je vais parler des incubateurs aussi dans 2 secondes. Après quelques jours de culture, on aura des embryons. Et ce seront les embryons qu'on pourra transférer dans l'utérus. Donc, je vous montre ici, peut-être le plus intéressant à voir, c'est cette petite vidéo où nous voyons l'ovule
qui vient d'être récupéré des ovaires de la femme qui a fait la stimulation. Et ici, on a la petite aiguille avec laquelle on va introduire les petits spermatozoïdes qui est dedans. On les laisse dans l'intérieur de l'ovule et ça s'appelle ICSI, une technique d'injection des spermatozoïdes dans l'ovule. Après cette injection, on va laisser les embryons, comme on a dit, parce qu'on aura déjà des ovules qui seront fécondés et qui vont rester dans l'incubateur. Donc, on sera, donnez-moi un instant, on va faire ce qu'on appelle la culture d'embryons. On va laisser les embryons dans les incubateurs, dans notre laboratoire, leur petit endroit, pendant quelques jours. Et les embryons vont se développer. Et je dois expliquer, ce que j'explique toujours, et je dois expliquer ça, c'est un peu angoissant des fois, mais on doit savoir que cette partie du traitement est difficile pour les embryons. Il s'agit d'un court obstacle. Maintenant, ils doivent se développer de façon indépendante. Et il y aura bien sûr des embryons de très bonne qualité génétique qui vont bien se développer pendant toute la culture. Et il y aura peut-être d'autres embryons qui vont se bloquer, qui vont arrêter leur évolution pendant les jours de culture. Et ça peut être difficile à comprendre, ça peut être difficile à entendre quand on dit, bon, nous sommes partis des 8 ovules et maintenant on a 3 qui sont arrivés au stade des blastocystes, 3 qui sont bien arrivés au stade final de cette culture d'embryon. Mais pour nous, du point de vue scientifique, c'est l'idéal parce que justement, on a fait une sélection naturelle. On sait que ces 3 embryons, par exemple, qui sont bien arrivés, sont les plus forts, c'est-à-dire les embryons qui vont nous donner les chances plus élevées de grossesse. Donc, ici, nous voyons, et ça c'est très intéressant sur les vidéos, les embryons qui commencent à montrer leur division. Vous allez voir qu'on a une cellule, après 2, 4, 8, 16, 22, etc., etc. À un moment donné, à partir du J3, 4, les cellules vont commencer à se coller entre eux. Ils vont nous donner ce qu'on appelle la morula. Et tout de suite, vous allez voir que les embryons... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pardon. Ouais, je vais vous montrer une autre fois parce que c'est vraiment intéressant. Presque à la fin de la culture, les embryons vont commencer à respirer. Ils ne respirent pas. Mais on l'appelle comme ça, au moins je l'appelle comme ça, pour expliquer qu'ils vont commencer à avoir des petits mouvements, des contractions et expansions. Et ça va nous donner l'idée de savoir que ces embryons, ça va nous dire que ces embryons sont bien arrivés au stade des blastocystes. Ils sont bien évolués pendant leur culture et ils sont prêts pour s'accrocher dans l'utérus. Vous voyez tout de suite ce que nous voyons maintenant, comme ils commencent à faire ce type d'expansion et contraction, ce sont des blastocystes. Donc, je vais vous expliquer une petite chose. Pourquoi est-ce qu'on a ce type de vidéos? Ici, à la clinique, chez nous, on utilise des incubateurs de type time-lapse, ce qu'on appelle l'embryoscope. Il s'agit des incubateurs qui sont des dernières générations, qui ont une technologie très, très avancée. Et ils nous donnent la possibilité de laisser les embryons dans leur petite chambre, on va dire, avec une caméra qui va prendre des photos tous les 15-20 minutes. Et après, grâce à ces photos, on peut avoir un film de l'évolution de l'embryon, avec lequel, depuis un ordinateur, sans besoin d'ouvrir l'incubateur, on peut voir quelle est l'évolution de chaque embryon. Et pas simplement l'état final à J5, mais toute l'évolution. Donc, on peut savoir, OK, cet embryon est bien arrivé à J5, mais il l'a fait de la façon correcte, il a fait toutes les divisions au moment correct. Tout ça, on peut le savoir avec l'embryoscope. Les incubateurs conventionnels existent aussi, ils fonctionnent très bien. Mais vraiment, avec l'option d'un incubateur de type time-lapse, on sait qu'il y en a moins d'interférences parce que, par exemple, on ne doit pas ouvrir l'incubateur pour changer, pour évaluer l'embryon. Donc, on évite justement d'altérer la température, la luminosité, la concentration d'oxygène, etc. Donc,
quand nous on commence à parler un petit peu du monde de la PMA, on parle aussi du transfert entre J2, J3, des transferts de blastocystes, des incubateurs conventionnels, des incubateurs de type time-lapse. Chez nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt les transferts des embryons au stade des blastocystes et avec les incubateurs de type time-lapse pour essayer d'optimiser et avoir des taux de grossesse évolutifs plus importants. Un autre aspect à considérer, c'est que de cette façon, on peut aussi réduire le numéro d'embryons disponibles pour les transferts. C'est-à-dire, on ne doit pas transférer peut-être 6 fois si on a eu 6 embryons à J2. On attend à J5, on fait l'effort, on reste avec 2 embryons, mais on sait que ceux qui restent ont plus de chances de nous donner une grossesse. Et pour les patientes, ça est très important parce que, imaginez-vous, l'angoisse et l'aspect émotionnel, psychologique de passer par un transfert 6 fois et avoir des négatifs, l'effet de réduire et optimiser est intéressant. Pas seulement pour nous du point de vue scientifique, mais aussi pour nos patientes, et on doit considérer cet aspect aussi. Pour vous donner quelques infos, quelques renseignements sur la méthode ROPA, on peut savoir que la méthode ROPA est une FIV, il s'agit d'une fécondation in vitro, où les 2 femmes ont la possibilité de participer de cette option. On l'appelle aussi la double maternité, où il y aura une mère génétique et une mère portante ou mère enceinte, c'est-à-dire une femme qui va donner ses ovules, elle va donner la génétique, les ovules seront fécondés avec les spermatozoïdes du donneur, les embryons vont se développer comme on vient de voir jusqu'au stade des blastocystes, et les blastocystes sera transféré chez la femme receveuse, la mère portante. De cette façon, les 2 femmes ont la possibilité de participer. C'est un traitement qu'on utilise beaucoup chez nous pour les couples de femmes. Elle aime bien faire la méthode ROPA. Et en plus, on a la possibilité de, pourquoi pas, on peut avoir une femme qui veut tomber enceinte cette fois-ci. Et si après on a des embryons congelés, quelques ans plus tard, pour avoir une petite sœur ou même un petit frère, on peut envisager une grossesse sur l'autre femme. Donc, c'est très dynamique et très intéressant. D'habitude, la femme qui est la donneuse a la réserve ovarienne plus intéressante pour optimiser les chances, mais on doit évaluer chaque cas de façon particulière parce qu'attention, il y a des patientes qui ont des antécédents de santé comme les fibromes, les polypes dans l'utérus, l'endométriose ou d'autres choses qui peuvent peut-être modifier les choix entre qui sera la donneuse et la receveuse. Pour vous montrer un petit peu la procédure et comment ça va se dérouler, on verra qu'il y aura une première étape de synchronisation entre les deux. L'objectif ici sera de travailler avec les ovules de la mère donneuse en frais et en plus faire un transfert d'embryon frais aussi, au moins pour la première tentative. Donc, la mère donnant d'ovocytes et la mère recevant d'ovocytes, elles vont se synchroniser. Pour se synchroniser, je vous explique, on utilise la pilule contraceptive. Synchroniser les cycles, ça veut dire mettre vos cycles au même temps, avoir les règles au même temps. Il y a des femmes qui ont déjà les règles au même temps tout de suite, de façon spontanée, mais ça, c'est pas très habituel. Donc, on utilise la pilule contraceptive pour nous aider. De cette façon, après arrêter la pilule au même temps, on a les règles, toutes les 2 femmes ont les règles au même temps et on peut commencer les traitements. Pour la mère donneuse, ça sera les injections dont on parlait, c'est-à-dire la stimulation classique de la fibre. Par contre, pour la mère receveuse, ça sera la préparation endométriale, un traitement par voie orale d'habitude ou même par voie dermique, avec des estrogènes qui vont commencer à préparer l'utérus qui va justement accueillir l'embryon. Après la ponction, on fera la récupération d'ovocytes. Après les avoir prélevés, on pourra faire la fécondation in vitro, comme on a dit, avec la banque de sperme. Et après la culture d'embryon, on aura, si tout va bien, des blastocystes qui pourront être transférés dans l'utérus.
Ici, je profite pour vous expliquer que les transferts est aussi quelque chose de facile. On les fait sans anesthésie, c'est pas douloureux. Même situation, pas très agréable parce que oui, on doit utiliser les spéculums. Donc, on sait, tous les femmes, on sait que les spéculums n'est pas notre meilleur ami, mais on peut vous dire que vraiment, c'est pas pour se préoccuper parce que c'est pas douloureux du tout. Quelles sont d'autres options? Et ça peut aussi être intéressant pour certains couples de femmes qui peut-être n'ont pas la possibilité de faire une insémination et même pas une FIV à cause d'une réserve ovarienne limitée, à cause des échecs des FIV déjà passés, à cause des maladies génétiques, à cause d'une ménopause précoce. Quelles sont les options qu'on a? Les dons, les traitements du don. Oh, pardon. Hein? Donc, une option, les dons d'ovules. Il s'agit d'un traitement qui est toujours envisageable pour les femmes d'habitude de plus de 40 ans, de 43 ans, qui ont déjà eu des échecs de la FIV, qui ont soit peut-être une diminution de la réserve ovarienne, une ménopause précoce, une insuffisance ovarienne, ou même des maladies génétiques qu'on ne veut pas transmettre à la descendance, donc on décide de passer par un don. Donc, comme on a déjà parlé un petit peu du don du sperme, maintenant je vais vous expliquer un petit peu les dons d'ovocytes. La loi ici en Espagne a les mêmes critères pour les dons d'ovules que pour les dons du sperme, sauf pour l'âge. Parce que l'âge pour donner des ovocytes est jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais pour les hommes et pour les femmes, tous les patients qui veulent être donneurs d'un type ou d'autre doivent être en bonne santé. Donc, il y a un processus pour les femmes assez long, un dépistage de mois et demi à peu près, pour s'assurer que cette femme qui veut être donnée sur vos sites est en bonne santé. On doit faire une évaluation physique, une révision gynécologique. On va étudier l'histoire de la personne, c'est une histoire personnelle et même l'histoire de la famille. Et on fera aussi des tests, bilan sanguin, maladie de transmission sexuelle et, comme on a dit, les karyotypes et les tests des mutations récessives aussi qui sont obligatoires. Une fois que la femme est acceptée dans les programmes de dons d'ovules, on devra la synchroniser avec une receveuse compatible. Pour faire les matchings, on l'appelle, pour faire le choix de la donneuse, on va considérer surtout l'aspect physique de la patiente, de notre receveuse. On doit faire attention à avoir un matching le plus proche possible par rapport à l'aspect physique, les groupes sanguins et même si possible, les matchings génétiques dont on parlait avec les tests des maladies récessives. Dès qu'on aura un bon choix, un bon matching, on pourra commencer avec les différentes étapes. Et on peut dire qu'à peu près, nous parlons de 3 étapes pour ce type de traitement. Je vais faire simplement comme ça pour garder mon image tranquille. Première étape, synchronisation. Ça, c'est commun pour les méthodes au repas. On utilise la pilule contraceptive pendant 2-3 semaines. Après, on l'arrête. Et avec les règles, on peut commencer. Dans ces cas-là, la donneuse sera anonyme. Elle fera les injections et la receveuse, notre patiente, elle fera la préparation endométriale. Après la récupération d'ovules, les prélèvements d'ovocytes, c'est-à-dire la ponction, on pourra faire le processus de fécondation in vitro avec la banque de sperme et 5 jours plus tard, on aura les transferts chez la patiente. Et simplement pour vous donner quelques infos, mais de façon très rapide, je vais vous expliquer, je vais vous parler un petit peu de la possibilité de préserver la fertilité. Ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus connu et je suis très contente parce que quand j'ai des patients qui viennent avec ces questions, même des couples de femmes qui ont des projets de grossesse mais à futur, elles ont cette possibilité. Et il faut savoir que cette possibilité est toujours présente. Il s'agit d'une option où on peut garder nos ovules pour le futur avec l'idée de les utiliser si jamais on en avait besoin. Il est très recommandé dans les cas des maladies particulières comme les cancers, par exemple, l'endométriose, les maladies auto-immunes.
ou même avant la chirurgie pour changer de sexe. Et aussi, il y a un aspect social où, de plus en plus, il y a des femmes qui disent « je vais préserver ma fertilité pour tomber enceinte ou devenir maman, mais dans quelques temps, pas tout de suite ». On sait que maintenant, avec les rôles de la femme dans la société, on sait que la question de la maternité est un peu en retard, on va dire. Et cette option peut nous aider beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des conditions aussi pour la faire. Ce sont des traitements qui montrent des résultats qui sont dépendants de l'âge. Donc, il faut considérer de la faire avant l'âge de 38 ans. Et il y a aussi une quantité donnée d'ovocytes qu'on doit récupérer pour dire « Ok, je suis tranquille, je reste tranquille, je sais qu'avec cette quantité, j'ai des possibilités pour le futur. » Cette quantité est autour de 15 ovocytes plus ou moins. Et il faut expliquer aux patientes que des fois, on peut les récupérer tout de suite, d'un coup, et des fois, on pourra même avoir besoin je vais finir tout de suite, pourquoi de refaire une deuxième tentative, un deuxième cycle, justement pour cumuler des ovules. Donc, les vidéos, ça va finir tout de suite. Mais oui, j'arrive à la fin. 2-3 petites choses à retenir et j'espère que ça devienne intéressant pour vous. Et si jamais il y a des questions, maintenant on va parler, mais j'espère d'avoir pu donner une explication assez claire, plus ou moins. Ce qu'on doit savoir, c'est que heureusement, en Espagne, on a une loi qui est vraiment progressiste et inclusive. Chez nous, on a l'idée que la PMA doit inclure les patients, indépendamment de leur état civil ou orientation sexuelle. Comme on a dit, on a plusieurs options de traitement, chacun pour chaque patiente différente. Et dans tous les cas du don, soit de sperme, soit d'ovules, ou même dans les cas de don d'embryon, c'est-à-dire un double don, les donneurs doivent suivre tous les critères établis par la loi pour pouvoir faire un don. Donc, ça est plutôt pour vous dire et vous assurer qu'il y a des tests faits pour tous les patients qui vont faire un don, justement pour donner aux patients qui vont recevoir les dons la tranquillité de savoir que l'enfant sera en bonne santé, si tout va bien. Merci beaucoup et je vais... Par rapport aux maladies auto-immunes, est-ce que vous pourriez préciser? Ah voilà. Est-ce qu'avec une maladie qui n'est pas encore connue au niveau génétique, il serait préférable d'éviter la méthode ROPA? Ok, je crois que je comprends la question. Je vais essayer de donner une réponse, mais si jamais ce n'est pas la réponse attendue, dites-moi, parce que peut-être je n'ai pas bien compris. Ce que je comprends par maladie pas encore connue niveau génétique, c'est qu'on n'a pas une mutation identifiée. C'est ça, non? Donc, quelle est la question? On doit voir quel type de maladie, de quel type de maladie nous parlons. Si nous parlons d'une maladie qui a vraiment un impact sur la santé, sur l'espérance de vie du patient, et la patiente qui a la maladie préfère d'éviter une transmission, l'idéal sera faire un recours à un don d'ovule. Dans ces cas, oui. Sinon, oui, voilà, le syndrome de l'Ehlers-Danlos. Ok, je vous explique. Ça dépend du type de maladie. Il y a quelques maladies qui ont des mutations qui sont bien identifiées. Et en fonction du pourcentage d'affectation de la santé du patient, ils peuvent être acceptés comme une maladie à étudier de façon génétique avec une technique que je vais vous expliquer tout de suite pour éviter la transmission à la descendance. C'est-à-dire, dans certains cas, il y a des mutations qui sont identifiées, qui montrent des symptômes, qui montrent une maladie, qui peuvent vraiment affecter la qualité de vie de la patiente et même de la descendance. Si cette mutation est bien identifiée et de façon éthique par des différents comités de différents pays, et ça change selon la loi de chaque pays, on a la possibilité
d'étudier cette mutation, on peut faire un test qui s'appelle DPI, les tests diagnostiques préimplantatoires, aussi connus comme PGT-1, un test qui va identifier la présence ou pas de la mutation dans les embryons pour sélectionner quels embryons je vais transférer et quels embryons je ne vais pas transférer. Ça est une possibilité. Mais attention, on doit avoir l'identification correcte. Il y a plein de mutations ou plein de maladies qui ont une origine génétique, mais qui malheureusement n'ont pas une mutation ponctuelle identifiée. Je vais lire tout de suite, c'est un syndrome de l'Ehlers-Danlos. Moi, Lilou, receveuse, et ma compagne, syndrome danois, et a un syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est un petit peu de savoir finalement quelles sont les différentes options, non, pour, Voilà. L'Ehlers-Danlos est une maladie qui est diagnostiquée de façon clinique, c'est-à-dire on peut avoir une confirmation génétique, mais il ne s'agit pas d'une maladie qui va être diagnostiquée après un test génétique. Ce sont les symptômes cliniques de la patiente qui vont nous orienter vers ce diagnostic. Si on a des mutations qui sont identifiées pour parler de cette maladie ou même des autres maladies, et si on a l'OK pour tester, il y a des tests qu'on peut faire. Si cette option n'existe pas, l'option qui reste, c'est faire un appel à un don d'ovule. Ou Ou même accepter la possibilité de transmettre la maladie. Voilà. Alors, notre médecin... Voilà, je comprends. J'imagine qu'elle doit être peut-être en étude. Si ça sera pour vous, Madame Lilou, une FIV, et vous allez porter la grossesse, et vous ne savez pas des antécédents génétiques, ça sera tout à fait envisageable, sans souci. Et même pour votre compagne aussi, hein, sans souci. Mais ce que je veux dire, c'est si l'objectif est d'esceller une mutation ponctuelle pour essayer de l'éviter et de ne pas la transmettre à la descendance, il faut voir, première chose, si cette mutation est bien identifiée, parce que sinon, on ne sait pas où aller la chercher. Et si après, on a le droit de tester les embryons pour ce type de maladie. Parce que, comme on a dit, il y a des questions d'éthique qui permettent l'étude de certaines maladies et pas d'autres. C'est intéressant. Il y a une autre question. Voilà, comment se passe le suivi gynécologique lors des démarches pour l'insémination? Se fait-il exclusivement à la clinique de Barcelone ou est-ce qu'on doit avoir un gynécologue en France pour le suivi échographique? Excellente question. Je vous explique, et vraiment, on est très habitué à travailler avec nos patientes à distance. Je peux vous dire, dans mon cas personnel, je crois que je parle la plupart des jours. Je crois que 70% de mes patients viennent de la France, plus ou moins. Et on est très, très habitué. L'idéal, c'est avoir un gynéco chez la patiente, chez vous, madame, pour faire la suivi. Bien sûr, on a eu des patients qui ont dit j'habite pas loin de Barcelone, j'aime bien Barcelone, je vais faire un petit séjour là-bas, je vais rester pour faire les contrôles et l'insémination sur place, aucun souci. On est chaque fois ravis de voir nos patients sur place parce que la télémédecine, ça va, mais la présentielle, c'est beaucoup plus forte. Mais on sait qu'avec les responsabilités professionnelles, les travail, c'est difficile de se déplacer pour une période prolongée du temps. Donc, il est tout à fait possible de faire la suivi chez vous avec votre médecin. On va vous donner toutes les ordonnances, les protocoles, les instructions. On va vous détailler de façon bien, bien claire quelles sont les étapes à suivre pour ne pas avoir de soucis. Et avec l'aide d'un médecin qui pourra collaborer avec nous, on peut recevoir les comptes rendus de chaque contrôle échographique, de chaque bilan hormonal et vous donner les indications pour essayer de diminuer les allers-retours. Et du coup, pour l'insémination, donc, comme vous parlez, madame, surtout de l'insémination, je peux vous dire qu'il s'agit vraiment du traitement plus pratique parce que vous pouvez faire tout chez vous et venir le jour même de l'insémination, faire l'aller-retour. Même si vous voulez, arriver le matin, on fait l'insémination et vous pouvez rentrer.
Il n'y a pas de contre-indication pour prendre l'avion, les trains, la voiture, pas de souci. Ouais, très bien. C'est assez J'en facile. profite pour rebondir par rapport à cette question un petit peu sur l'organisation globale. En fait, donc ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, dans un premier temps, on organise une première consultation donc avec une gynécologue qui parle français en visioconférence, comme disait le docteur Rousteau. Si vous voulez, vous pouvez venir en présentiel, évidemment, mais c'est vrai que bien souvent, on fait une première consultation. Donc, au préalable, donc, on organise un rendez-vous. Vous nous faites parvenir des examens que vous avez déjà faits, bilan de fertilité, pour pouvoir évaluer au mieux votre dossier, votre cas, et puis voir effectivement quelle option de traitement dont le docteur Rousteau a parlé avant serait le plus adapté dans votre cas. Et ensuite, effectivement, vous pouvez donc tout gérer à distance avec un gynécologue. Nous, on peut aussi vous aider si vous n'avez pas forcément de gynécologue voilà, de confiance, vous ne savez pas trop à qui vous adresser, parce que nous, c'est vrai que depuis des années, on reçoit des patientes françaises et on a l'habitude, et par la force des choses, finalement, on sait un petit peu les gynécologues qui acceptent de vous suivre, voilà, qui sont bienveillants dans votre démarche. Donc, on essaye aussi de vous accompagner à ce niveau-là, et que vous ayez besoin un minimum de vous déplacer à Barcelone. Donc, en général, c'est une fois, 2 fois, selon le type de traitement. Tout à fait. Y a-t-il une réticence sur l'âge dans votre clinique 19 ans? Comme on a dit, la loi ici nous permet de faire les traitements pour toutes les femmes de plus de 18 ans. Elles doivent signer tous les documents, on doit expliquer, mais à partir de l'âge de 18 ans, pour la loi espagnole, ça se considère comme l'âge légal pour accéder, et chez nous, aucun souci pour faire les traitements, pas de problème. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à une autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'examen psychologique. C'est-à-dire que nous, on ne vous impose pas, en tant que patiente, de passer par un examen psychologique comme on peut avoir maintenant en France et dans d'autres pays. Voilà, ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Et aussi, une autre chose qui est importante, c'est penser bien à faire, par contre, l'acte de reconnaissance conjointe auprès du notaire avant de faire l'insémination ou la FIV, simplement pour ne pas avoir à passer par le processus d'adoption qui, bon, comme vous le savez, est fastidieux. Voilà, donc c'est une étape à faire. Ça se fait, j'ai échangé avec une association des enfants d'Arc-en-Ciel récemment, voilà, qui a un rendez-vous avec une notaire qui peut se faire assez rapidement dans les 2-3 semaines. Donc nous, on s'organise aussi en fonction avec vous, mais c'est vrai que c'est des petites choses pratiques, administratives auxquelles c'est bien de penser, parce que nous, c'est vrai qu'on gère la partie médicale, mais c'est vrai que de votre côté, voilà, aussi le but, c'est que votre projet bébé soit le plus simple possible. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Par quel canal et comment peut-on prendre un premier rendez-vous auprès de votre clinique? Plusieurs canaux. Soit donc, le docteur Rousteau avait mis le site, l'adresse mail et le site internet sur sa présentation. Donc, le mail, c'est info@bcnivf.com. Et le site internet, c'est le site internet de Barcelone IVF, et vous pouvez demander un rendez-vous, ou sinon nous contacter directement par téléphone, voilà, comme vous souhaitez. Et puis nous, en fait, on est après toute une équipe. Donc, il y a le docteur Rousteau, on a aussi d'autres gynécologues qui parlent français, et on a toute une équipe aussi de coordination francophone. Donc, voilà, vous entendez, moi, j'ai aucun mérite, je suis française. Mais voilà, une équipe où on a des collègues espagnols, italiens qui parlent également français, et qui vous guident dans toutes les démarches. On vous explique au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Après, vous aurez aussi une assistante médicale qui va vous expliquer comment se passe le protocole, à quel moment il faut nous envoyer les examens, etc., qui sont voilà, en contact permanent aussi avec le docteur Rousteau. Donc voilà, vous avez toute une petite équipe, et aussi une chose qui est importante, c'est que voilà, par exemple, si vous faites une première consultation avec le docteur Rousteau, c'est elle qui va vous suivre pendant tout le traitement. Oui. Voilà, quand vous allez venir faire votre insémination, sera présente, elle le fera. Après, évidemment, on n'est pas des machines, donc parfois le docteur Rousteau peut être en vacances, ou pas forcément de garde tous les week-ends.
Donc voilà, c'est les seuls cas où dans certains cas, elle ne pourra pas forcément faire l'insémination, la ponction ou un transfert, mais de manière générale, voilà, les gynécologues vous suivent vraiment du début à la fin, voilà, connaissent votre parcours, parce que c'est vrai que même si on est à distance, on essaye de vous apporter quand même un suivi qui soit le plus personnalisé possible. Voilà. Voilà. Et nous allons prendre rendez-vous avec notre notaire pour faciliter cela. Voilà. Le docteur Rousseau, donc quel est votre métier, votre rôle dans le parcours? Donc le docteur Rousseau est gynécologue. Ouais. Depuis combien de temps à la clinique? Je ne sais plus maintenant. Gynécologue, du coup, imaginez-vous, si vous étiez ici sur place, ça sera moi qui pourra faire toutes les échographies, la suivi. Et à distance, ça fonctionne de la même façon. Je sais que peut-être travailler à distance, ça peut être comme un peu compliqué, mais comme tu as très bien dit, on essaie d'avoir une suivi assez personnalisé, justement parce que même si on doit travailler à distance, une chose qui est déjà un petit peu... l'objectif est au moins de dire, OK, mais toujours avec la même personne qui connaît déjà notre cas, qui va nous suivre de façon personnalisée, avec qui on ne devra pas répéter et réexpliquer notre parcours, notre situation chaque fois. Et donc, mon rôle sera vous accompagner dans la partie médicale pendant tous les processus et vous accompagner à dérouler les projets. Ça veut dire faire comme on a dit, non, une première consultation, justement pour connaître les cas de chaque couple, de chaque patiente, comprendre bien quelles sont les indications et vous donner un conseil aussi honnête par rapport au traitement plus indiqué, parce qu'il faut savoir si le traitement qu'on veut faire est vraiment l'idéal pour nous. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle le diagnostic de notre traitement. Après, je serai la responsable de vous expliquer les traitements, de vous dire comment on va les faire, de vous donner toutes les instructions, les ordonnances, vous expliquer la procédure et après faire la suivi. C'est-à-dire recevoir tous les résultats de chaque écho, de chaque bilan, vous donner les indications et en fonction du moment, avoir choisir le moment pour faire soit l'insémination, la ponction, etc. Et justement la faire. Super. Et les délais pour prendre un premier rendez-vous, donc il n'y a pas de délai en général. Le premier rendez-vous, dans les 15 jours maximum, on organise le premier rendez-vous avec le docteur Hosto, donc c'est assez rapide. Les traitements, c'est pareil, il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit une insémination, une FIV, en général, ça se fait très rapidement. Même parfois, on arrive à faire même sur le cycle suivant, sur l'organisation. Lorsqu'on parle de dons d'ovocytes, bon, ça peut être plutôt 2 mois, mais voilà, ça reste, il n'y a pas de délai d'attente de 6 mois, 1 an. C'est une prise en charge qui est très rapide. La question, c'est que pour nous, la question de l'âge est très importante. Et on sait que pour nos patients aussi, et on sait que dans d'autres pays, il y a des listes d'attente vraiment longues. Et on essaie de ne pas avoir cette situation. Donc, on essaie d'être le plus actif et réactif possible au moment de démarrer ou d'organiser soit une première visite ou même le démarrage du traitement. Nous sommes de France. Dans quel délai sommes-nous prévenus que nous devons venir en Espagne pour l'insémination? Bonne question. Je vais répondre ça. OK, ça peut être un peu pressé. On dit, oh, la vérité, c'est que la date précise de l'insémination, on pourra la connaître 2 ou 3 jours avant. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais pourquoi? Parce que ça sera toujours en fonction de la réponse de vos ovaires. On fera tous les efforts, les contrôles de façon très, très suivie jusqu'à avoir la sécurité que si on déclenche aujourd'hui, dans 2 jours, on peut faire l'insémination et ça va nous donner des résultats assez bons. Donc, on ne peut pas la prévoir beaucoup avant, mais attention, la plupart des femmes ont des cycles de 28 jours avec une ovulation autour de la moitié, c'est-à-dire autour de J14, plus ou moins. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, OK, madame, dès que vos règles arrivent, il faut calculer que plus ou moins 2 semaines plus tard, on aura l'insémination. Quelques jours avant, quelques jours après. Et de cette façon, nos patients peuvent au moins s'organiser un petit peu. Après, dès qu'on a la date précise, on vous dit, madame, il faut venir tel jour.
Et vous pouvez, comme on a dit, faire l'aller-retour dans la journée justement pour, s'il faut s'absenter du travail, par exemple, de les faire le plus court possible. Donc, c'est un petit peu pressé, je sais, mais en même temps, on peut avoir une idée de dire, OK, ça va tomber autour de ces dates. Une autre question, quels sont les examens essentiels pour la première consultation? D'habitude, on aura besoin d'un bilan hormonal, un bilan sanguin avec des maladies de transmission sexuelle qui sont toujours obligatoires. Je vais expliquer parce que je n'ai pas dit ça. Ça sera obligatoire pour tous les 2 patientes du couple. Même si on fait, imaginez-vous, une insémination pour un couple de femmes, ça sera des sérologies, c'est-à-dire HIV, hépatite, syphilis pour le 2. Ça, c'est à cause de la loi. Une échographie pelvienne, une échographie gynécologique avec la visualisation de l'utérus et des ovaires pour contrôler un petit peu la présence des fibromes, polypes, voir un peu quelle est la réserve ovarienne, etc. Et après, en fonction du traitement, on pourra ajouter d'autres tests, comme par exemple pour l'insémination artificielle, des fois, on peut avoir besoin d'une hystérosalpingographie. J'aime bien ce mot. Il s'agit d'un test qui va nous dire si les trompes sont bien perméables pour faire l'insémination. Dans les cas d'une FIV, on doit peut-être ajouter les tests de coagulation. Même des fois, on peut dire pourquoi pas des tests génétiques. Ça sera un petit peu en fonction de chaque test. Mais comme on a dit, général, bilan sanguin complet avec l'étude de l'anémie, les maladies de transmission sexuelle, un bilan hormonal, surtout pour contrôler aussi la thyroïde, pour s'assurer que tout va bien avant de tomber enceinte, et une échographie. Ouais. Donc ça, de toute façon, on peut vous le repréciser, évidemment. Quand vous contactez la clinique, on vous redonnera la liste, hein. Mais, et puis, si effectivement, il y a des examens qui manquent ou qui sont identifiés nécessaires pendant la consultation, le docteur vous les demandera et il y a toujours une possibilité de les faire par la suite, évidemment, de les transmettre, hein, voilà, pour ensuite adapter la prise en charge. Alors, Breakdown, pas de souci, le bébé est la priorité. Ouais, voilà. Ouais, sûr. Je crois que c'était tout au niveau des questions. On a fait déjà un beau tour, je crois, de la prise en charge, des différentes options. Tous ces examens nous sont prescrits au premier rendez-vous ou prescrits avant, ou de nous donner la liste pour demander au gynécologue. C'est-à-dire que l'idéal, c'est voilà, les examens dont tu as parlé, le docteur Rousteau principaux, ce sont ceux que c'est bien d'avoir parce que ça permet au docteur Rousteau d'évaluer votre réserve et puis justement de pouvoir vous donner plus d'indications. Donc nous, on peut vous donner effectivement, lorsque vous allez nous contacter, vous dire quels sont les examens dont on a besoin de manière essentielle pour cette première consultation. On peut vous les communiquer par mail, hein, ou soit par téléphone. Et c'est vrai que c'est votre gynécologue en France ou même si vous avez un médecin généraliste, il peut prescrire en tout cas les bilans et puis faire une échographie, comme le disait le docteur Rousteau. Voilà, c'est vraiment les choses principales. Donc voilà, ça à voir et c'est vrai que c'est mieux de le faire, je pense, hein, je ne dis pas de bêtises, docteur Rousteau, avant pour avoir quand même un peu minimum d'informations pour la première consultation. Oui, c'est l'idéal. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. On a eu des patients qui voulaient avoir une première visite. On a dit sans souci, bien sûr, on ne va pas décaler une visite à cause des analyses. Mais si jamais vous pouvez, on peut vous envoyer par mail la liste des analyses, les essentielles au moins. Vous pouvez les faire. Et donc, lors de notre rendez-vous, on peut déjà parler un petit peu de votre cas particulier en fonction des résultats. Si jamais, en fonction des résultats, les médecins voient qu'il faut vraiment ajouter d'autres tests particuliers, on va vous dire sans souci, mais l'idéal, c'est ça. Ouais. Et peut-être penser qu'il y a certains examens qui doivent se faire à certains moments du cycle aussi, docteur Rousteau. Voilà. Ouais. Surtout les bilans hormonaux et l'écho, il est idéal de les faire dans les premiers jours des règles, entre J2, J5 à peu près. C'est l'idéal parce que c'est les moments où on peut bien voir la structure des ovaires et bien contrôler les bilans hormonaux. Et donc, des fois, si on a une visite dans un moment et après vos règles arrivent quelques jours avant ou quelques jours plus tard, il est peut-être mieux d'envisager la réalisation de ces tests dans les moments idéaux du cycle.
Je suis en train, madame, de vous envoyer par écrit l'email de la clinique où vous pouvez nous contacter. Si vous voulez bien même dire que vous savez participer du webinaire aujourd'hui et que vous voulez la liste des tests à faire, et on peut l'envoyer. Donc, après, vous pourrez voir avec votre gynécologue pour le faire sans souci. Voilà. Dans le chat. Hop. Ok. Je crois que j'ai déjà envoyé les... Ah oui, voilà, c'est bon. Je ne le voyais pas. Excusez-moi, c'est moi qui étais lente. Super. Comme ça, voilà. Vous avez l'adresse mail. Vous pouvez dire que vous avez participé au webinaire, voilà, avec le docteur Rousteau. Et puis, après l'équipe, donc on s'occupera d'organiser tout ça et puis de vous donner toutes les informations. Et puis, de toute façon, si d'ici là, vous avez d'autres questions, vous nous contactez. Et puis surtout, si vous voulez voir votre dossier vraiment plus en détail avec le docteur Rousteau, on organise un rendez-vous sans problème. Voilà. C'est un premier rendez-vous, je ne sais plus si je l'ai dit, qui est gratuit aussi. Donc, voilà, c'est important parce que ça permet vraiment de voir les options. Et puis, c'est vrai que nous, on sait que vous êtes aussi à distance. Et c'est vrai que avant de commencer aussi à prendre une décision, de se lancer dans ce parcours, vraiment d'avoir toutes les informations. Voilà. Et au niveau aussi, je crois, une dernière question, c'est les tarifs. Les tarifs, vous les retrouvez ils sont sur notre site internet. Donc, et après aussi, on peut vous envoyer les tarifs quand vous nous contacterez également sans problème. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à toutes d'avoir participé. Merci au docteur Rousteau également voilà, pour sa présentation très claire. Et puis, on reste à votre disposition si besoin et pour vous accompagner dans votre projet de bébé. Tout à fait. Bonne soirée à toutes et puis à très bientôt. Bonne soirée, mesdames. Au revoir. Au revoir.